Je me suis amusé à noter tous les films que j'ai vus depuis un an. Alors quand je dis noter, ça ne veut pas dire leur donner une note, mais plutôt à les noter, pour m'en souvenir, pour le souvenir. C'est donc une vidéo pour le souvenir, mais aussi pour l'analyse, ou plutôt l'auto-analyse. Au passage, je vais vous raconter un petit peu quel genre de spectateur je suis, et vous allez le découvrir en voyant les films que j'ai choisi de regarder pendant un an. C'est une vidéo assez intime, je m'en rends compte, parce que c'est un peu dis-moi ce que tu regardes et je te dirai qui tu es. En tout cas, dans mon cas, je pense que vu la liste, ça marche plutôt bien. Et vous aussi, n'hésitez pas en commentaire à raconter un peu les choses que vous regardez, à réagir aux choix que j'ai faits. Et comme ça, on en discute, voilà, on s'apprend des choses. Je vous rappelle que le but de cette chaîne est de constituer une communauté suffisamment puissante pour révolutionner le cinéma mondial. Donc je compte sur vous. Si au passage, ça vous donne des idées pour voir des films et découvrir des cinéastes, et ben, tant mieux, c'est le principal. Puisque c'est comme le but, en général, quand on aime le film, c'est d'en voir et d'en découvrir. Et surtout de découvrir des cinéastes à côté desquels on pourrait regretter d'être passé à la fin de notre vie. Ça devient déjà deep. Ah oui, je ne vais pas du tout dire dans cette vidéo si j'ai aimé ou pas les films que j'ai vus. C'est pas du tout une tier list, c'est vraiment une analyse que je tente objective. Mais il y a quand même un petit top 10 à la fin de la vidéo parce que bon, voilà, c'est quand même généreux. Alors, les films. Déjà, j'ai vu 100 films. J'ai vu 100 films pile, c'est pas du tout fait exprès, mais ça aide vachement pour les stats et pour les pourcentages. Donc voilà, je compte la période du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025. C'est l'année scolaire, quoi. Donc 100 films, bon voilà, première stat, environ 2 films par semaine. J'ai calculé, ça fait environ une demi-heure par jour. Donc j'ai passé une demi-heure par jour à regarder des films. Ça m'interpelle tout de suite, je me dis c'est fou, je passe plus de temps que ça sur mon téléphone à scroller, à regarder des conneries sur YouTube. Est-ce que je pourrais pas passer plus de temps à regarder des films? Parmi ces 100 films, j'ai intégré des séries. Parce que je regarde très très peu de séries, donc je les ai mises dedans au titre d'objets audiovisuels. Je mets aussi dans cette liste des films que j'ai pas vus en entier, puisqu'il m'arrive régulièrement de quitter une salle de cinéma quand le film me déplaît, ou d'arrêter de le regarder tout simplement. Mais bon, je le mets quand même parce que je trouve que ça raconte aussi quelque chose des choix que j'ai faits. En vrai, je voudrais dire 2 trucs avant de me lancer dans l'analyse de ces 100 films, c'est que quand on dit film, on n'a rien dit en fait. Parce que pour moi, il y a des films qui sont tellement différents, ils font appel à des choses tellement différentes chez moi quand je les regarde. Il y a des films que je pourrais plutôt comparer à des matchs de foot ou à des attractions, pour reprendre la célèbre métaphore de Scorsese. Et certains films se rapprochent plutôt d'un tableau, d'une contemplation, voire d'une conversation avec quelqu'un. Enfin, donc dire film, ça veut pas dire grand-chose. On met tout ça ensemble uniquement parce que ce sont des images qui bougent avec du son sur un écran, mais au fond, déjà, moi, j'aurais envie d'interroger la définition de film. C'est pas le but de la vidéo, mais ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, c'est une pensée que je voulais vous partager. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que c'est trop bien de regarder des films. C'est quand même, si je devais donner une seule conclusion à cet exercice de noter un peu tous les films que j'ai regardés, je revois les affiches, je revois les titres, je repense aux scènes que j'ai vues et je me dis mais c'est tellement bien. On a tellement de chance d'avoir toutes ces fenêtres ouvertes sur des histoires, des personnages, des décors, des milieux sociaux, des aventures. Enfin, c'est vraiment extraordinaire et donc voilà, je suis très content. Ça peut paraître évident, mais je suis pas déçu des films que j'ai regardés dans l'ensemble. Je suis content de l'expérience regarder des films et j'ai envie de continuer à en regarder. Même si je peux être déçu de plein de choses dans la production cinématographique générale, c'est pas ce que je retiendrai là, c'est qu'est-ce que c'est bien de regarder des films. Alors, pour analyser ces 100 films, j'ai créé une page sur mon site internet. Donc, je vais sur la page. Voilà, et vous voyez que c'est magnifique. Il y a les 100 affiches des films. Rien que pour cette page, je suis trop content de faire cette vidéo parce que j'ai passé beaucoup de temps à me dire « Ah, c'est vrai que j'ai vu ça ». Donc là, j'ai mis les affiches dans l'ordre chronologique. Donc les premiers films, je les ai vus en gros en septembre 2024 et les derniers, le dernier que j'ai vu, c'est 20 Dieux, en gros, c'est fin août 2025. Voilà pour les affiches. Donc si vous cliquez sur l'affiche, vous la voyez en plus grand. Je dis ça parce que vous avez accès aussi à cette page. Je mettrai le lien en description si ça vous amuse. Et surtout, ce qui compte, c'est les critères en haut. Alors j'ai créé 12 critères qui me permettent d'analyser objectivement les films que j'ai vus et de comprendre la matière. Donc moi là je vais vous présenter un peu ces critères, ça va être l'occasion pour moi de naviguer un petit peu dans les films que j'ai vus, de dire ce qui me passe par la tête en fonction des critères, en fonction des affiches, des choses. Je vais essayer de comprendre quel spectateur je suis en regardant un peu les stats. Premier critère déjà, c'est la décennie. Quand est-ce que le film a été fait? Donc là, moi, j'ai vu des films de 1930 à 2020 et au moins un par décennie, donc 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010. Première chose que je me dis, c'est que le cinéma ayant été inventé en 1895, j'ai
complètement, comment on dit, oblitéré, non, obscurci non plus, ablation, non, j'ai complètement, putain, comment on dit, obscurci, escamoté, j'ai complètement ignoré les 35 premières années du cinéma. Donc je pourrais me dire, parce que je m'intéresse quand même aussi à est-ce que les films que j'ai vus sont représentatifs du monde dans lequel je vis, du cinéma en général. Bah, en tout cas, j'ai vu aucun film des années 20, des années 10, des années 1900 et de la décennie 1890. Donc voilà, c'est un premier constat. Bon, alors j'ai pas vu beaucoup de films non plus. Alors je pense que c'est 2020, les films que j'ai vu 44 films sur 100 des années 2020. Je dirais que c'est un peu logique de regarder plutôt plus de films récents, même si j'ai envie de me dire, mais pourquoi c'est logique ? 2010, j'en ai vu une dizaine. 2000, j'en ai vu 19. C'est pas étonnant. 2000, c'est vraiment la décennie où je suis adolescent. Donc, il y a des films peut-être que je revois de cette période. Et sinon, des films que j'avais aperçus à cette période qui m'avaient un peu impressionné ou dont l'affiche m'avait imprimé et que j'ai rattrapé que plus tard. 90, 9 films. 80, j'ai vu 6 films des années 80. Années 70, j'ai vu 3 films quand même, très différents. Le Parrain 2, Le Charme discret de la bourgeoisie et Police Python 357. Années 60, j'ai vu 2 films, Au feu les pompiers et Persona. Années 50, waouh, j'ai vu 5 films des années 50. Bon, 5 excellents films. En fait, globalement, c'est quand même un truc qu'on peut dire, c'est que plus on voit des films anciens, plus il y a des chances que ces films soient des très bons films parce qu'ils ont été recommandés par des classements, des choses comme ça. Ou alors je les ai vus parce que c'est des films de cinéastes très importants. Donc, a priori, on est rarement déçu quand on voit des films de cette période-là. Années 40, j'ai vu La règle du jeu. Et années 30, j'ai vu Un Chaplin, Les Lumières de la ville. Entre le film le plus ancien et le plus récent, j'ai vu l'équivalent une différence de 100 ans presque. Voilà pour le temps. Nationalité. Alors nationalité, j'ai pas fait tous les pays, mais j'ai choisi de noter les films français. Donc français, j'en ai vu 37. Les films américains, états-uniens, j'en ai vu 38. Donc en gros, un gros tiers pareil, français et États-Unis. Donc 15 films d'autres Europe, donc tous les pays qui sont pas français. Et autres Amérique, donc un seul film. C'est un film brésilien, je suis toujours là. Enfin, j'ai fait Asie, les films asiatiques. Il y a un gros tropisme Japon. J'ai vu beaucoup de films japonais cette année, en particulier de Miyazaki. Un film coréen et ça c'est japonais mais c'est pas Miyazaki. Et ça c'est japonais mais c'est pas Miyazaki. Et enfin j'ai mis Afrique et j'ai vu 0 film africain. Moi quand je vois ça je suis pas content parce que pour moi les films sont un moyen très très puissant d'accéder au monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des fenêtres un peu sur le monde. Et je me dis j'ai ouvert aucune fenêtre qui ouvrait sur une partie du monde extrêmement importante. Et s'il y avait 100 personnes dans le monde, bah, statistiquement, il n'y aurait pas 0 Africain. Pourtant, j'ai vu 0 film africain. Donc, je suis très content d'avoir fait cette liste, ne serait-ce que pour me dire il faut que je vois plus de films africains. Je peux me renseigner sur l'Afrique, par ailleurs, en regardant des documentaires, ça serait voir un film, en lisant des livres, ou en regardant des vidéos, ou en lisant des journaux. Mais pour moi, la fiction, le documentaire est un moyen très puissant de me toucher et de me parler de quelque chose qu'ensuite je peux creuser par d'autres voies que les films. Et donc, je me dis, ok, je n'ai pas donné sa chance à l'Afrique. Mais en vrai, on pourrait dire ça de tellement de trucs. J'ai vu aucun film chilien, j'ai vu aucun film argentin, j'ai vu aucun film mexicain. Je parle de cette année, hein, j'en ai vu dans ma vie. Mais voilà, j'ai vu aucun film chinois, j'ai vu aucun film indien. Bon, je note ça. Alors, critère suivant, le support. Cinéma, télévision, DVD, VOD, replay. Bon, c'est tout simplement, en gros, matériellement, comment j'ai vu le film. Donc, j'ai vu 28 films au cinéma. 28 films au cinéma, ça veut dire que je suis allé au cinéma une fois toutes les 2 semaines, ce qui n'est pas énorme, mais à ma décharge, j'ai été en voyage au Japon pendant 4 mois et d'où le tropisme pour les films japonais. Et donc, j'ai pas vu beaucoup de films au cinéma là-bas. Je me suis un peu rattrapé après. Mais voilà, cinéma, seulement 28 films. Télévision, j'en ai vu un qui passait à la télé, je veux dire en linéaire, quoi. C'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. En DVD, je vois des films en DVD, j'en ai vu 5. Et en VOD, j'en ai vu 36. Et replay, j'en ai vu 30. Donc en gros, un tiers de VOD, un tiers de replay. Je distingue VOD et replay. Pour moi, VOD, j'ai dû payer pour le voir. Et replay, il était proposé dans les replays. Enfin, on voit de quoi on parle. Par exemple, DJ Mehdi, il était disponible gratuitement sur le replay de Arte. Donc c'est très intéressant. Je pensais pas que j'avais vu plus de films en VOD ou en replay qu'au cinéma. Je pensais que j'étais allé plus au cinéma que ça. J'avais un prof de cinéma qui nous disait à l'école si vous n'avez pas vu un film sur grand écran, vous ne l'avez pas vu. Enfin, il citait, je ne sais plus quoi, il citait sans doute un truc genre 2001, Odyssée de l'espace ou Apocalypse Now en disant quelqu'un disait je l'ai vu l'autre jour sur mon ordi. Il dit bon, moi tu l'as pas vu. Et effectivement, c'est magnifique de voir des films en salle.
Parfois on dit ouais, c'est un film qu'il faut aller voir au cinéma parce qu'il y a des effets spéciaux, il y a des batailles et tout machin. Pour moi, c'est pas spécifique aux films d'action ou d'aventure ou grand spectacle. Et il y a des films vraiment petits, minimalistes, intimes, dont l'émotion est décuplée parce qu'on les voit au cinéma. Donc effectivement, en général, voir un film au cinéma, pour moi, c'est toujours 1000 fois mieux. Et puis on a le téléphone éteint, etc., etc. Le problème au cinéma étant les autres spectateuristes de la salle qui peuvent parfois gâcher votre expérience. Mais ça, on y reviendra. Non, on n'y reviendra pas du tout, c'est la fin. Ok, vu avec... Alors ça, je me suis dit que c'était un critère intéressant, c'est est-ce que je vois les films tout seul ou avec quelqu'un ou plusieurs personnes. J'ai vu 48 films tout seul et 52 films à 2 ou plus, donc on va dire que c'est moitié-moitié, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça me change beaucoup l'expérience, c'est-à-dire que c'est pas le même rythme, et je crois même que dans le choix du film, quand on sait qu'on va le regarder seul, on s'autorise à choisir peut-être des choses plus risquées, parce que ça implique pas quelqu'un d'autre qui peut-être va être un peu saoulé de regarder un truc risqué. Donc je le vois par exemple pour des films comme le Charme discret de la bourgeoisie ou Pickpocket, donc des vieux films où Lumière, l'aventure continue. Film extraordinaire au passage. J'avais dit que je dirais pas si j'aime ou pas, mais vraiment là je dois dire que voilà. Et en même temps, quand on est seul, parfois on se laisse complètement aller et on s'autorise à regarder un Sherlock Holmes, un Taken ou un Taken 2, voilà. Et c'est pas la même chose. Regarder un film à 2 ou plus, ça veut dire qu'on est d'accord pour le voir. On l'a proposé à quelqu'un qui est d'accord ou on nous a proposé et on a dit oui. Donc ce serait intéressant d'étudier en détail ce que ça implique de regarder seul ou à plusieurs un film. Je vois beaucoup de films seuls. Parfois de façon impulsive, je me dis ah là je regarde un film maintenant alors qu'on est en plein milieu de la journée. Et j'ai aussi beaucoup de gens avec qui regarder des films. Et ça, c'est trop bien. J'ai beaucoup de chance d'avoir autour de moi des gens qui sont chauds pour regarder des films, pour essayer de regarder des films, que ce soit au cinéma, en ciné-club ou juste à la maison tranquillement, on mate un film. Et on s'organise, on dit vas-y, t'es chaud, on se mate un film cette semaine. Et voilà, et c'est toujours des soirées géniales. Je ne regrette jamais une soirée comme ça parce que le mater avec un pote, c'est aussi pouvoir en discuter pendant le film, potentiellement. Si le film est nul, ça nous fait rire. Si le film est bien, on partage nos émotions. Enfin, voilà, si vous trouvez des gens avec qui regarder des films, franchement, gardez-les et regardez des films avec eux. Récurrence. Récurrence, c'est un critère pareil que j'ai trouvé intéressant à mettre, c'est est-ce que c'est un film que j'ai déjà vu ou pas. Donc, parmi 100 films, il y a 78 films que j'ai vus pour la première fois. Ça, je trouve ça classe. Ça veut dire que près de 8 films sur 10, je le découvrais. Et il y a 19 films que j'avais déjà vus. Alors je me suis amusé à faire un autre critère qui est vu 100 fois, c'est les films vraiment que je connais par cœur, que j'ai poncé comme on dit. Parmi eux, il y a La règle du jeu de Jean Renoir qui est intouchable, j'ai envie de dire, il est sur YouTube, vous pouvez le voir. Rock, que je connais vraiment très bien, je l'ai revu cette année avec des potes, c'était vraiment une très bonne soirée. Et Astérix Obélix Mission Cléopâtre que j'ai beaucoup vu encore une fois et qui est repassé à la télé. C'est le genre de film... Voilà, on voit ce que c'est quand on tombe dessus, on le connaît tellement par cœur et on l'aime tellement qu'on a envie de le voir en entier. Enfin voilà, c'est 3 films compliqués de résister. La règle du jeu, j'ai vraiment un rapport particulier à ce film. Je pense que j'essaierai de faire une vidéo spécialement sur ce film, mais comme je le tiens pour une des plus belles œuvres que j'ai jamais vues, tout art confondu, j'ai besoin de le revoir régulièrement pour m'extasier, pour la beauté. Comme si j'allais voir des fleurs dans un jardin en me disant c'est vraiment beau cette vue, ou comme si j'écoutais une chanson vraiment splendide et tous les ans ou tous les 2 ans, j'ai besoin de m'asseoir sur un banc, de mettre un casque et de l'écouter au calme et de me dire qu'est-ce que c'est beau cette musique. Voilà, la règle du jeu, c'est vraiment ça que j'ai comme rapport avec le film. Rock, un petit peu aussi, parce que j'adore et je trouve que c'est vraiment un film d'auteur. C'est un film bourrin, mais c'est vraiment un film d'auteur et je le trouve parfait, donc j'adore le revoir aussi. Alors ce serait intéressant de savoir pourquoi on revoit des films qu'on a déjà vus. Je vais en parler un peu plus tard dans un autre critère. En tout cas, c'est intéressant de me dire que je vois plutôt des films que j'ai pas encore vus et je pense que ça va dans une logique de spectatorat, si je peux employer ce mot, qui m'accompagne depuis quelques années, où j'ai vraiment conscience de n'avoir rien vu. Alors pourtant je regarde des films et d'aucuns pourraient me considérer comme cinéphile, mais en fait je mesure aussi tout ce que je ne vois pas et tout ce que j'ai pas vu, et donc j'essaye de chercher à rencontrer des cinéastes en me disant waouh, cette personne maintenant je veux voir tous ces films. Comme ma vie a été beaucoup influencée par les films que j'ai vus, je pense que je cherche comme ça les films qui vont devenir mes films de chevet, mes films coup de cœur et qui vont m'accompagner. Mais je pensais pas avoir autant de films pour la première fois. 78 sur 100, je trouve ça classe. Bon, j'avais jamais calculé non plus. Alors pourquoi ? Pourquoi c'est peut-être le critère le plus intéressant ? Pourquoi c'est vraiment pour moi le cœur de cette vidéo ? Et après ce critère, vous pourrez éteindre cette vidéo. C'est pourquoi est-ce qu'on regarde des films ? Et je crois que c'est vertigineux de se poser la question et de se dire, mais en fait, les films que j'ai vus, en fait, je pourrais dire un truc tout bête. Par exemple, je vois beaucoup de films français, parce que je suis français et que je suis en France. Mais si j'étais dans un autre pays, il y a plein de films français que j'aurais pas vus, si ça se trouve que j'adore, ou que j'aurais pas adoré parce que je suis pas français. Ouais. Je veux dire, il faut avoir conscience qu'on est influencé de toutes parts.
Partout, tout le temps, on nous matraque. Aujourd'hui, voir un film, c'est toujours un choix, parce qu'on a le choix de voir tellement de films, et pourquoi est-ce qu'on choisit tel film? Et parfois, on a l'impression qu'on choisit, mais en fait, on est juste influencé par la promotion, la publicité, les collègues qui en parlent, etc., etc. Et on choisit pas vraiment les films qu'on regarde. Donc, avec ce critère pourquoi, j'ai essayé de décortiquer ce qui m'anime au moment de choisir de voir un film. Et je suis très curieux de savoir, vous, pourquoi vous choisissez de regarder un film, et si vous vous y retrouvez un peu dans les critères que j'ai choisis. Après, on verra la quantité de films par critère, mais déjà, est-ce que ce choix de critères vous paraît pertinent? Alors, on peut regrouper ces critères en deux parties, le extérieur et le intérieur. J'en ai parlé avec quelqu'un qui est commercial et qui m'a dit j'utilise ces critères moi-même. Extérieur, c'est en gros tout ce qui vient de l'extérieur, et intérieur, c'est tout ce qui vient de l'intérieur. Donc je vais commencer par l'extérieur avec plusieurs critères: promo, recommandations, podcast, propositions, avant-première, ciné-club. Je vais commencer par le plus direct. Promo, c'est tous les films que j'ai vus parce que y a une bande-annonce qui m'a donné envie, ou j'ai lu un article dans ce journal qui m'a donné envie, ou voilà, c'est vraiment dans l'air du temps, ça a l'air pas mal, j'y vais. On m'en a fait la promotion par les voies classiques de la promotion. Promotion, j'ai vu 6 films. Je considère que 6 films que j'ai vus, c'est parce qu'il y avait eu la promo. Évidemment, parfois, les critères vont se toucher les uns les autres, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons, mais à chaque fois, j'ai essayé de mettre vraiment la raison principale. Alors, en promo, j'ai vu Gladiator 2, puisque voilà, il y a eu la promo du film. En fanfare, j'ai adoré la bande-annonce de En fanfare, donc j'ai voulu aller le voir. J'ai trouvé que c'était vraiment très drôle, très intéressant ce qui mettait dans la bande-annonce, et j'étais content de voir Pierre Lotin. Il me dit ah génial, un film où Pierre Lotin est très en avant, et comme c'est un acteur que j'adore, j'étais content de le voir. Un petit truc en plus, bon clairement la promo, le phénomène autour du film, j'ai voulu un peu me faire mon avis aussi là-dessus et j'ai regardé. Emilia Pérez, c'est une promo plutôt cannoise, film d'auteur, on a beaucoup parlé du film. Black Box, je crois que j'ai lu des articles, beaucoup d'articles sur ce documentaire qui est présenté, voilà, et aussi toutes les taglines sur les affiches du genre un film bouleversant, etc., etc. Bref, j'ai été influencé par ça et je suis allé le voir. Je dirais aussi que le sujet m'intéresse, mais je pense que la promo très répétitive m'a poussé à aller le voir. Et enfin, Conclave, au moment de la mort du pape, il a été énormément vu en replay, mais pareil, la bande-annonce me donnait envie. La promo, en fait, c'est quoi? C'est qui joue dans le film, de quoi ça parle. Putain, de moucheron. Putain, mais barre-toi, quoi. Pourquoi tu voles là? Donc la promo, c'est quoi? C'est tout simplement qui joue dans le film, de quoi parle le film, quelle ambiance. En fait, c'est toujours un peu une promesse, promesse d'ailleurs, une promesse de ce que tu vas ressentir quand tu vois le film. Ce qui est d'ailleurs horrible, parce qu'il faudrait toujours voir les films en étant surpris par ce qu'on voit, mais parfois ça nous touche, on se dit ah ouais, je vois le genre, c'est un film, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire, j'ai aimé Spotlight, j'ai aimé Grâce à Dieu, c'est des films sur les scandales dans l'église, sur des enquêtes, des films un peu sérieux comme ça, droit, j'adore ça, donc je suis allé le voir. Et en l'occurrence, effectivement, j'ai retrouvé un petit peu de ça dans le film. Donc 6 films. Alors, je l'ai mis en premier, c'est pas complètement anodin, c'est une façon de me vanter, de vous dire à quel point j'étais indépendant et complètement hermétique à la promo, et que ça sert à rien vos bandes annonces et vos affiches là. Et Gladiator 2, je l'ai uniquement vu parce que j'étais dans un pays étranger où j'avais que ça à foutre de regarder ce film, mais que c'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. Après, on va creuser un peu, est-ce que vraiment je suis hermétique à tout? Je suis pas très sûr, mais on continue. Alors, recommandations, c'est les films qui m'ont été recommandés par des proches, des êtres humains. C'est quelqu'un qui m'a dit ah, je te connais, on parle de ça, ah, tu devrais voir tel film. Donc j'ai ma liste comme ça de films que je dois voir, qu'on me recommande, que j'écoute plus ou moins, mais voilà, c'est des films que je veux par recommandation. J'en ai vu 8. Voilà, j'ai vu Civil War, un copain qui m'a vraiment dit vraiment c'est très très bien. My Dinner with André, c'est un copain pareil, mais ça c'était genre il y a 15 ans qui m'a dit c'est mon film préféré, donc je l'avais noté dans ma tête, je l'ai vu cette année. Pareil, bon, Samuel, ça m'était recommandé par plusieurs personnes. Diamant Brut, c'est mon agent qui m'a recommandé ce film. Elle m'a dit ah, c'est vraiment intéressant et tout. Donc j'avais jamais entendu parler de ce film, et donc un jour je l'ai rattrapé en disant bon bah je vais le voir. Elle me l'a recommandé, je vais le voir. Primer, pareil, c'est un copain qui m'a recommandé ça. Alors Flo, j'ai carrément un cousin qui m'a dit que c'était son film préféré de l'année, et il y a eu aussi beaucoup de promos autour du film. Je l'avais vu passer, il y a eu des Oscars, etc. Mais c'est vraiment la recommandation de quelqu'un qui m'a dit bon allez, je me décide, je le regarde. In the Loop, pareil, je sais pas si vous avez entendu parler de ce film, moi j'en avais jamais entendu parler, ou alors j'avais oublié. C'est un copain qui m'a dit regarde ça, c'est vraiment bien, c'est drôle, ça va te plaire. Et enfin 20 Dieux, qui m'a été bon, il y a eu la promo aussi autour du film, mais il y a un copain notamment qui m'a dit que c'était vachement bien, donc je me suis dit ah. Et puis comme ça, il y a des gens, on écoute un peu plus leurs conseils que d'autres, et en l'occurrence ce copain qui avait aimé ce film, souvent je suis ses conseils et je suis pas déçu, donc je l'avais noté et je m'étais dit bon, s'il a aimé, je vais regarder le film. Donc j'ai vu 8 films par recommandation. Alors critère suivant, podcast. Alors là, il faut que je parle du podcast en question. C'est pas plusieurs podcasts, c'est un seul podcast. C'est un podcast qui s'appelle La Gêne Occasionnée. C'est un podcast cinéma qui a changé ma vie, j'ai envie de dire. Ouais, en vrai, mais je suis devenu complètement taré de ce podcast. Ça fait 3-4 ans. Mais ma cinéphilie surtout. Bon, il parle aussi de bouquins, mais je vais me concentrer sur les films qu'il critique. C'est un podcast
où ils sont deux, ils prennent vachement le temps de parler des films, parfois ça dure 1 heure et quart, parfois moins, et c'est la première fois que j'entends parler d'un film de cette façon-là. Rentrer dans le détail, s'interroger sur la matière du film, sur ce que dit vraiment le film, et moi, ça m'est tellement arrivé dans ma vie de sortir d'un film avec un sentiment confus de « ouais, c'est pas mal, mais en même temps, je sais pas trop ce que j'en ai pensé en fait », et d'être un peu perdu parce que c'est compliqué en fait. C'est comme être face à un tableau, je sais pas, de la Renaissance ou moderne, et on se dit « mais je sais pas quoi penser de ce tableau, à la fois il y a des trucs qui me plaisent, qui me plaisent pas ». Et ce podcast m'a permis d'affiner, d'aiguiser mon regard critique. C'est extraordinaire comme ils prennent le cinéma au sérieux, comme ils essaient d'être le plus matérialiste possible en disant mais il y a quoi dans ce film concrètement, qu'est-ce qu'on nous montre? Et donc ça a une énorme influence sur mes goûts et ça a une énorme influence sur mon travail. Et c'est comme si ce podcast est venu répondre à plein de questions et de doutes que j'avais depuis des années et des années. Et voilà, donc bref, c'est un podcast que je vous recommande. Il y a environ 120 épisodes, ou 80, je sais plus, bref. Regardez, il y a plein de films. Choisissez un film que vous connaissez bien et écoutez ce qu'ils en disent. Et voyez si ça vous parle ou pas. Moi, j'ai commencé par Drunk et ensuite par Joker. J'ai pas du tout été déçu par les analyses et ça a été une épiphanie. Je me suis dit, waouh, incroyable, ça existe. Enfin, quelqu'un dit les termes à propos de ces films. Et donc après, j'ai dévoré. C'est des réflexions sur le cinéma, ça donne envie de voir des films, etc. Donc là, j'ai regroupé tous les films que ce podcast m'a donné envie de voir, que ce soit directement ou indirectement. Et il y a 10 films. Alors, Enquête sur un scandale d'État, puisqu'ils en font la critique. Donc j'ai découvert Thierry de Peretti, qui est un réalisateur que j'avais jamais suivi, je regardais pas du tout ses films, en fait c'est un grand réalisateur français. Pickpocket de Robert Bresson, je connaissais l'existence du film, j'avais un peu la flemme de regarder un Robert Bresson, et quand le podcast parle de Bresson, il le défend, et je me suis dit, avec le regard que j'ai un peu plus affiné grâce à eux, je vais l'apprécier. Effectivement, j'ai beaucoup apprécié. La série DJ Mehdi, je l'aurais peut-être pas regardé, mais ils l'ont vraiment défendu, donc j'ai regardé aussi cette série. Anora, la Palme d'Or, donc j'ai découvert un peu le cinéma de Sean Baker, que je connaissais pas très bien. Ils ont fait une critique là-dessus. Magic Mike, donc il parle souvent de Steven Soderbergh, et j'avais oublié que Magic Mike c'était Soderbergh, et je l'avais jamais vu, donc je l'ai regardé, et en fait, juste tous les films de Soderbergh, ils sont bien, donc faut y aller, quoi. The Brutalist, ils ont fait la critique. Comme, en fait, j'essaie de voir les films dont ils font la critique. First Cow, donc ça, c'est un film de Kelly Reichardt. Kelly Reichardt, je pense que c'est la cinéaste découverte pour moi cette année. Je vais aller voir tous ces films maintenant, je vais essayer de rattraper tous ceux que j'ai pas vus. Je sais pas si, comme moi, vous n'avez jamais entendu parler d'elle avant, ou qu'elle vous était passée sous votre radar, mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que ça me touche, qu'est-ce que c'est bien de faire des films comme ça donne vraiment foi en l'humanité de voir des films de Kelly Reichardt. Elle est super, voilà. Donc First Cow, je l'ai vu parce qu'ils ont fait la critique et j'ai découvert comme ça. Mickey 17, pareil, ils ont fait la critique et je l'ai vu. Tardes de Soledad, c'est un film de Albert Serra, autre cinéaste que j'ai découvert grâce à La Gêne Occasionnée, le podcast, qui a fait Pacifiction, c'est le premier film que j'ai vu de lui. Alors effectivement, c'est des grands films, mais c'est des grands films qui sont pas faciles à voir quand on connaît pas ou qu'on sait pas trop par quel bout le prendre. C'est pour ça que le podcast est tellement bien et c'est pour ça que la critique est tellement intéressante. C'est que ça nous accompagne et ça nous aide et ça nous donne les clés. Et puis après, on est capable de l'apprécier, apprécier le film par soi-même, j'ai envie de dire, et peut-être même d'apprécier d'autres œuvres ensuite. Mais voilà, Albert Serra, grande découverte du podcast. Et enfin, Rien à foutre, ils ont fait aussi un podcast là-dessus. Ça aussi, j'avais identifié ce film comme un film à voir. Il m'a aussi été recommandé par un ami. Mais vraiment, comme il y avait une critique du podcast, j'ai décidé de le regarder parce que je voulais mesurer ça. Et effectivement, j'ai pas été déçu. Voilà. Bon, parmi ces films, il y en a un que j'ai détesté. Le podcast n'a pas aimé tous les films dont il parle, mais c'est toujours intéressant de déplier le film, entre guillemets. C'est un terme qu'ils emploient souvent, ils déplient le film, ils disent bon, qu'est-ce qu'on regarde concrètement? Je peux dire que 10% des films que je regarde, c'est directement à cause de ce podcast, ou grâce à ce podcast. On est toujours dans l'extérieur. Proposition, ça veut dire, c'est un film, c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est quelqu'un qui m'a dit, est-ce que t'es chaud de voir ce film? Et j'ai dit oui. Donc ça vient pas de moi, mais j'ai quand même accepté. Voilà, j'ai noté 5 films comme ça. Je suis toujours là, c'est un film brésilien, un copain a participé à la production du film, donc je ne serais jamais allé le voir, mais je voulais le voir pour soutenir le pote, et puis j'étais intéressé par le sujet, et puis encore une fois, je suis content de voir des films qui ne sont pas que français ou américains. Real Pain, c'est une copine qui m'a proposé d'aller le voir, donc j'ai dit ouais, sinon j'y serais pas allé, mais moi j'y suis allé. Shrek Life, je l'ai vu en présence des créateurs du film, donc j'ai beaucoup de chance, ils ont proposé de regarder le film, j'ai dit bah ouais. C'est pareil pour Stéphane, j'ai eu la chance de voir Stéphane en présence de Lucas Pastor lors d'un tournage, et un soir on regardait ça, comme Shrek Life, donc voilà, c'était une proposition, je l'avais pas vu. Et enfin Sweetgrass, c'est une copine qui m'a proposé de voir ce documentaire obscur dans une seule salle à Paris qui était diffusé une fois, et je n'avais pas du tout vu le truc passer, donc j'y suis allé. Donc j'ai noté ce critère proposition pour dire que c'est intéressant, c'est des films que j'ai vus par mon entourage, on va dire. Ensuite, il y a
AVP, donc les avant-premières. J'ai la chance de faire un métier qui fait que je connais des gens qui font des films, donc parfois je suis invité à des avant-premières. Donc j'ai vu en avant-première On ira, le film de Enya Barou. J'ai vu en avant-première Le syndrome de l'été sans fin, un film de Kaveh Daneshmand, j'ai pas envie de dire de bêtises. C'est un film qui n'est pas sorti en France. J'ai ma cousine qui joue dedans, donc je suis allé le voir. J'ai vu en avant-première Bref 2, puisque j'ai eu la chance d'être invité à l'avant-première. Bon, avant-première, j'ai vu les 3 premiers épisodes et j'ai fini la série ensuite chez moi, mais je l'ai noté en avant-première. Et en avant-première, j'ai vu Un monde merveilleux, qui a été réalisé par un copain. Je serais peut-être allé les voir quand même, si je connaissais pas du tout les gens qui bossaient dessus ou si j'avais pas été invité, mais il se trouve que je les ai vus en avant-première. Vous commencez à vous rendre compte que j'essaye d'être le plus précis possible dans mes critères. Et enfin, Ciné-Club. Alors, Ciné-Club, c'est quoi ? C'est la meilleure chose du monde. C'est des gens qui se réunissent pour voir des films ensemble autour d'une thématique définie ou peut-être même d'une personne définie qui gère le ciné-club et qui programme elle-même les films. Enfin voilà. En tout cas, là, j'ai vu cette année un film en ciné-club qui est Police Python 357. C'est un ciné-club super cool créé par une copine sur Marie-Joseph Yoyotte. Et Marie-Joseph Yoyotte, c'est une monteuse hyper importante, pour pas dire décisive du cinéma français. Elle a monté plein de films hyper connus. Bon, elle a été césarisée plusieurs fois, mais c'est peut-être pas ça le plus important. C'est son impact. Et donc, dans ce ciné-club, on regarde des films exclusivement montés par Marie-Joseph Yoyotte. Et donc là, en l'occurrence, j'ai vu Police Python 357. Et c'est trop bien de voir des films en ciné-club parce que déjà, on voit des films un peu avec des potes, un peu avec des gens qu'on connaît pas très bien. Ce qui nous réunit, c'est qu'on se retrouve et qu'on est motivé pour regarder ce film. Personne n'est là en train de bouder, genre ouais, c'est quoi ce film, c'est quoi ce vieux film, etc. Déjà, chacun apporte un petit truc à manger, qui un jus, qui une tarte, qui du houmous maison. Et ensuite, on grignote, on se donne des nouvelles, on regarde le film et après on en discute. Franchement, quelle meilleure façon de passer une soirée. Ok, Ciné-Club. On va passer maintenant aux intérieurs. Vas-y, je vais faire la somme quand même des films extérieurs. 34. Ok, j'ai vu 34 films venant de l'extérieur. Et maintenant, ça va être des films de l'intérieur. Alors, je vais commencer par les films doudou. En gros, les films doudou, c'est des films que je connais bien, que j'ai déjà vus, je sais à quoi m'attendre, j'ai besoin de les voir parce que ça me fait du bien, j'ai envie de voir un film qui me plaît, c'est les films doudou, je pense qu'on voit très bien de quoi on parle. Et cette année, j'en ai vu 14. Je les cite un par un au cas où, pour le plaisir. Donc, Hanabi, de Takeshi Kitano, Le Monde de Nemo, Princesse Mononoke, Memories of Murder, le film coréen, La règle du jeu, j'en ai déjà parlé, Le Parrain 2, Edge of Tomorrow, The Rock, Mission Cléopâtre, Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine, je précise, je l'ai vu avec 2 de mes nièces qui n'avaient pas encore vu le film, qui connaissaient pas, et je me suis dit, ah, c'est trop bête, faut qu'on le voit. Et donc on l'a regardé ensemble. Donc c'était un plaisir de le voir et de le faire découvrir, et elles ont adoré. Parfois on regarde des films pour les montrer à d'autres. Alors Tout sur ma mère de Pedro Almodovar, Steak de Quentin Dupieux, Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano bien sûr, et enfin Lendemain de veille ou The Hangover. Donc effectivement c'est des films que j'ai déjà vus et que j'aime bien. Bon bah les films doudou quoi, c'est les films doudou, voilà, j'ai envie de prendre Memories of Murder et de faire un petit câlin comme ça pour m'endormir au coin du feu, voilà. Ce genre de film. Ensuite les films classiques, c'est des films que j'ai vus parce que ce sont considérés comme des classiques ou des films un peu incontournables, voilà, qui ont marqué l'histoire ou même récents, hein. Et je les ai regardés en me disant bon bah je dois voir ces films parce que il semblerait que ce soit des films importants. J'ai vu 15 films classiques. Encore une fois, les critères sont hyper subjectifs, hein. Peut-être qu'il y a certains films que vous considérez pas comme des classiques, mais voilà, ça vous dit aussi un petit peu comment moi je considère les films. Donc Cuisine et dépendance de Philippe Mull, écrit par Bakri et Jaoui, Rashomon, Casque d'or de Jacques Becker que j'avais jamais vu, Au feu les pompiers, c'est un film de Miloš Forman avant sa période américaine, Les 7 samouraïs, Kurosawa, Le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. Donc évidemment, il y a beaucoup de vieux films, hein. Charlie Chaplin, Sherlock Holmes. Ouais, je dis classique pour Sherlock Holmes parce que il a un côté un peu classique, genre pour moi, il a un peu fait de l'unanimité ce film. Des hommes d'honneur que j'avais jamais vu, genre classique années 90. D'ailleurs, cette affiche pue les années 90, c'est trop drôle. Ou peut-être années 80, je dis peut-être une bêtise. C'est quelle année les hommes d'honneur ? Tiens, je vais regarder avec la décennie. 80 ? Non, c'est 90. Oui, parce qu'on peut croiser les critères, et oui, mais on en reparlera tout à l'heure. Blood Diamond, que j'avais jamais vu en l'occurrence. Taken, voilà, Taken pour moi c'est un classique. Attache-moi de Almodovar. Persona de Bergman, donc classique des classiques des classiques. Erin Brockovich de Steven Soderbergh. Et enfin, O Brother des frères Coen. Donc en fait, c'est vrai que pour ces films, il faut avoir un peu le goût de tout ce qui est top 100, les 1000 films à voir une fois dans sa vie, les 250 films français les plus importants, etc. etc. Moi, c'est un truc que j'ai bouffé depuis mon adolescence. Je me suis toujours un peu référé à ces classements. J'essaie de m'en détacher parce que, en vrai, quand on regarde les classements, parfois ils sont complètement absurdes. Genre le classement d'IMDb, je crois que dans les 5 premiers, il y a... Déjà le premier, je crois que c'est Les Évadés, genre à quel moment Les Évadés est le meilleur film de tous les temps. Il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, dans les 10 premiers, il y a les 3 Seigneurs des Anneaux. Je fais, mais c'est quoi ce classement ? Enfin bref, je m'y retrouve pas du tout. Mais parfois, ça donne des idées et on se dit, ok, bon, bah ce film semble être aimé de beaucoup de gens, donc je vais le regarder. Voilà pour les classiques. Cinéaste, c'est les films que j'ai regardés parce que juste j'aime le travail de la personne qui réalise le film. Alors,
Beaucoup de Miyazaki, donc 3 Miyazaki, un Clint Eastwood, un Hitchcock, un Sonia Kronlund. J'avais jamais vu de film de Sonia Kronlund, mais elle a le podcast qui s'appelle Les Pieds sur Terre sur France Culture que j'adore. Et donc je suis allé le voir uniquement. Le sujet m'intéressait aussi bien sûr, parce que c'était Sonia Kronlund, je me suis dit, elle, j'aime ce qu'elle fait, je veux voir son film. Soderbergh, on en a parlé déjà. Aimer perdre, c'est un film de Lenny et Harpo Guide, qui sont 2 frères réalisateurs belges. J'avais pas vu leur premier film, mais j'adore ce qu'ils font, j'adore leurs vidéos, c'est une copine qui m'a fait découvrir, donc je voulais aller voir ce film parce que c'est eux qui l'ont fait. Deux sœurs, c'est un film de Mike Leigh, qui est un réalisateur, je peux pas dire que je vais voir tous ses films, mais à chaque fois que je vois un film de lui, je suis bouleversé, j'adore, je me dis, bon, bah, il y a que lui qui fait ces films-là. Sophie Le Tourneur, je l'ai découverte, cette cinéaste, grâce à La Jeune Occasionnée. C'est son film précédent, Vacances en Italie, que j'ai vu grâce à La Jeune Occasionnée, ou Voyage en Italie, je sais plus. Et voilà, celui-là, je suis allé le voir uniquement parce que j'aime depuis Sophie Le Tourneur, et donc je vais voir ses films, et je pense que j'irai voir tous ses films. Night Move, c'est un Kelly Reichardt, donc un peu pareil, comme Le Tourneur. J'ai découvert la réalisatrice grâce au podcast, mais ce film, je suis allé le voir parce que j'aime la réalisatrice. Et enfin, Valeurs sentimentales de Joachim Trier, qui est quelqu'un dont j'ai adoré un film, et qui après m'a toujours un petit peu déçu. Bon, c'est comme ça, mais je suis quand même allé le voir pour tenter. Bon, il y avait aussi la promo autour du film, j'adore l'actrice aussi. D'ailleurs, vous noterez que dans mes critères, il n'y a pas le critère acteur ou actrice. On pourrait se dire, voilà, je suis allé voir tel film parce qu'un tel ou une telle joue dedans, mais en fait, c'est pas un critère pour moi. C'est pas un critère, et je pense que ça a été une espèce de passage à l'âge adulte de mon spectatorat. C'est le jour où j'ai compris qu'en fait, ce qui compte dans un film, c'est pas du tout les gens qui sont dans le film, c'est pas les stars qu'on voit sur l'affiche, qui font la promo et tout, c'est la personne qui signe le film, c'est la personne qui réalise le film. Parce que cette personne décide de tout dans le film, tous les petits choix de où mettre la caméra, comment rythmer, comment faire le cut, comment mettre de la musique ou pas, comment donner de l'importance ou pas à tel dialogue, etc. Et si les acteurs et les actrices sont, d'après l'industrie cinématographique, le produit d'appel, bah en fait, pour moi, ce qui compte, c'est d'abord la personne qui réalise. Peut-être que vous êtes aussi un peu comme ça, et que du coup, vous avez vos cinéastes que vous suivez, genre, ah, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est John McTiernan. Comme je vais voir tous les films de John McTiernan, j'y vais. Et je trouve que c'est quand même quelque chose dont on parle pas beaucoup, mais je trouve que les personnes qui réalisent sont très invisibilisées, à part des stars comme, je sais pas, Tarantino par exemple, qui en deviennent des produits en fait. Et je me suis dit, mais en fait, on gagne vachement à se dire, mais attends, ce film, il m'a particulièrement plu, il y a un truc que j'ai aimé dans le film. Est-ce que donc je vais voir d'autres films avec cet acteur ou d'autres films qui parlent de ça? Mais en fait, non, juste regarde la personne qui a réalisé le film et va voir ses autres films à cette personne. Il y a des grandes chances que tu aimes les autres films de cette personne qui réalise. Ça peut paraître naïf ce que je dis, parce qu'évidemment, il y a des réals qui sont mis en avant. Par exemple, je sais pas, Hitchcock, par exemple, on va dire, bon, bah, Hitchcock, c'est Hitchcock. Hitchcock est toujours plus grand que les stars qui sont dans le film. Mais aussi pour les réalisateurs ou réalisatrices moins connus, moins identifiés, et comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a plein que je découvre encore, et j'espère en découvrir plein d'autres, et ben il faut aller à leur rencontre. Et donc il faut lire le nom sur l'affiche, ou il faut se renseigner, il faut dire, ah, telle personne a sorti un film, il n'y a pas de promo, il n'y a pas d'article, il n'y a pas de star dans le film, en fait je vais aller voir ce film plutôt, moi je choisis d'aller voir ce film plutôt que le dernier film avec je sais pas qui, DiCaprio ou Jérôme Commandeur. J'ai rien contre ces gens-là, je parle juste de gens qui sont mis en avant parce que ce sont des stars. Ok, sujet. Alors sujet, c'est les films que j'ai vus, j'avais pas de point d'entrée particulier dans le film, juste le sujet m'intéressait. Donc La salle des profs, un film allemand qui parle de rapport avec les élèves, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant. Bon, j'ai vu la bande-annonce aussi, je crois, mais le sujet m'a vraiment intéressé. Je dis, je veux savoir comment il traite cette question-là. Carnage, qui est un film sur le véganisme. Étant moi-même devenu vegan cette année, j'étais content de voir ce film pour m'aider à tenir, à m'accompagner dans ma transition vers le véganisme, on va dire. Lumière, l'aventure continue, c'est en fait un film qui compile plein de films tournés par les opérateurs de Louis Lumière dans les années 1900. Comment il dit? Il dit pas les films, il dit les séquences, les métrages. Comment il dit ça? Putain, j'ai oublié dans le film. Les vues, voilà, ce sont des vues. Donc, c'est un film qui compile les vues faites par les opérateurs de Louis Lumière autour de 1900. Voilà, il avait déjà fait un film, Thierry Frémaux, avec des vues de Louis Lumière, et j'avais adoré. Et là, il a fait un autre film là-dessus, donc c'est un sujet qui me passionne et qui m'intéresse, à savoir qu'est-ce qu'on filmait en 1900, qu'est-ce qu'il y a à l'image. Et ce film est bouleversant par tout ce qu'on y voit, mais j'en reparlerai plus tard, dans mon top 10. Et Une affaire de principe, qui est un film sur un scandale sanitaire au sein du Parlement européen, typiquement une histoire qui m'intéresse, histoire vraie. Bon, en plus, pour pas me déplaire, il y a deux acteurs que j'aime beaucoup, Thomas VDB et Bully Lanners. Je connaissais pas Céleste Brunkel, je connaissais pas le réalisateur, mais j'y suis allé uniquement pour le sujet. Les lobbies du tabac au cœur de l'Europe, alors là, c'est sûr que je regarde le film. Ça m'intéresse direct.
il avait l'air de facture intéressante aussi. Après ce sujet, on a Curiosité. Donc Curiosité, c'est en gros des films que j'ai vus parce que j'en avais parfois entendu parler. Je me dis, je me demande ce que ça vaut. Personne me l'a recommandé vraiment. Il n'y a pas eu de promo particulière récemment. Voilà, je me suis demandé un peu à quoi ça ressemblait, quoi. C'est un peu les films que je regarde quand je me dis, bon, là j'ai le temps de regarder un film, qu'est-ce que je vais regarder? Je me balade un peu, soit dans les applis, soit dans mes listes, et je me dis, bon, allez, je vais essayer celui-là par curiosité. Donc Lost in Translation, je l'avais vu il y a 20 ans et j'étais un peu curieux de revoir le film pour voir si j'avais les mêmes émotions qu'il y a 20 ans. La réponse est non. Le Parrain 3, je voulais me refaire un avis, genre est-ce que c'est un bon ou un mauvais film? Bon, il est pas bien. C'est vraiment lapidaire. Non, il est vraiment moins bien que les deux premiers. Moi, Tonya, par curiosité, pareil, bon, le Coran, j'ai bien aimé. Trap, c'est le dernier Shyamalan. Je vais plus trop voir les Shyamalan, je m'en fous un peu. Bon, là, j'ai eu l'occasion, j'ai regardé par curiosité. Alors, ravissement, c'était cool. C'était une soirée avec des potes avec qui on regarde jamais de films. Et là, on s'est dit, venez, on regarde un film. Et on a choisi celui-là, qui est un film un peu exigeant quand même. Et c'était très intéressant de le regarder. Une histoire vraie, David Lynch. C'est pas vraiment le David Lynch le plus mis en avant dans la légende David Lynch, mais je voulais voir à quoi ça ressemblait. Il repassait au cinéma, donc j'ai vu au cinéma. Taken 2, voilà, j'avais vu le 1, donc par curiosité, j'ai voulu voir le 2. Le Procès du chien, on en avait parlé un petit peu, donc voir à quoi ça ressemble, ça avait l'air intéressant, peut-être un film animaliste. Voilà, Langue étrangère, qui est un film de Claire Burger, je sais pas comment on prononce, je suis désolé, mais je pense que les deux sont acceptés. Copycat, un film dont j'avais jamais entendu parler avant de tomber sur l'affiche sur mon appli, c'est un thriller des années 90. Et enfin Avignon, qui est un film qui est sorti récemment, de Johan Dionnet, qui est quelqu'un que je connais un petit peu. Mais j'aurais pu le mettre dans promo en vrai, parce que bon, c'est un peu tout mélangé, c'est un peu à la fois la promo et le fait que je connaisse des gens dans le film, voilà. Donc 11 films par curiosité, voilà, c'est des films un peu je me laisse surprendre, soit je les ai déjà vus et je veux revoir un peu comment ça a vieilli dans ma tête, soit c'est bon essayons, voyons ce qui se passe. Études. Alors, études, c'est une catégorie un peu particulière, c'est les films que j'ai vus pour les étudier dans le cadre de la fabrication de mon long métrage. Donc, vous savez peut-être que je suis en train de tourner un long métrage. J'en parle dans mon podcast Ambroise fait un film. Et donc, j'ai une liste de films comme ça qui soit parlent de sujets qui m'intéressent par rapport à mon film, soit dans la façon dont ils sont faits, soit dans l'économie dans laquelle ils sont faits, m'intéressent. Donc, c'est des films que j'ai vus pour les étudier. Concrètement, je les regarde avec un carnet à la main et je prends des notes et après, je relis mes notes et je les mets en ordre. Donc, il y en a 7. L'Esprit des lieux, qui parle d'écoute. Donc, si vous connaissez le sujet de mon film, voilà. Blowout, qui parle d'écoute également. Whiplash, qui est un petit film et qui parle du rapport entre quelqu'un de très influent et quelqu'un d'influencé peut-être. Une affaire de goût, pareil, qui parle de quelqu'un de très influent qui embauche quelqu'un pour une mission très curieuse, très bizarre. Donc c'est peut-être le film qui se rapproche le plus de mon film. En tout cas, je voulais vraiment le revoir parce que j'avais déjà vu. La bataille de Solferino, qui est un premier film dont le sujet n'a pas grand-chose à voir avec mon film, mais je voulais le voir pour le côté mélange d'images réelles avec des images de fiction. L'Associé du diable, toujours cette histoire un peu de rapport entre un mentor et quelqu'un qui l'embauche. Et enfin, Last Action Hero. Alors c'est pas lié au film que je suis en train d'écrire, mais plutôt un autre projet de mélanger fiction, réalité et de quelqu'un qui traverse le monde de la fiction pour arriver dans la réalité. Donc Last Action Hero que j'avais vu il y a très longtemps, mais genre enfant, et donc que j'ai revu. Et enfin, dernière catégorie, Vanité. Il s'agit tout simplement de films que j'ai vus parce que je joue dedans. Donc il y en a 2. Alors il y a Le Beau Rôle, qui est le premier film de Victor Rodenbach, je ne sais pas comment on prononce, je sais jamais, parce que voilà. Le Beau Rôle, j'ai le plaisir d'avoir une scène dans ce film, donc je suis trop content que mon premier rôle au cinéma soit un film avec Vima Laponce et William Lebguil. Bon, par ailleurs, le film est très chouette, donc je suis allé au cinéma, je me suis assis, je me suis dit, je vais apparaître dans le film, et puis quand ma scène est passée dans le cinéma, je me suis dit, les gens à côté de moi, ils savent pas, mais ils sont à côté de l'acteur de la scène. J'ai 3 plans, et puis ça se termine. Mais franchement, c'est une des scènes, si ce n'est la scène qui déclenche le plus de rire dans le film, enfin en tout cas dans la salle dans laquelle j'étais, donc j'étais très content d'avoir participé à ça. C'est principalement grâce à William Lebguil, je précise. Mais voilà, si vous l'avez pas vu, voyez-le, vous aurez une petite surprise. Et vous verrez également un autre habitué de la chaîne Sympa Cool dans ce film, je ne vous en dis pas plus. Et Parlement saison 4, je suis sur l'affiche ici, donc je l'ai regardé principalement parce que je joue dedans. Et Parlement est je trouve plutôt une bonne série. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo qui explique pourquoi j'aime pas regarder des séries. Ou peut-être une vidéo au contraire qui fait la liste de toutes les séries que j'ai regardées, parce qu'il y en a tellement peu que ça ira très vite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui les séries tiennent un rôle central dans leur vie, et moi pas du tout, et ça va très bien, merci. Donc voilà, pour les critères, pourquoi. Donc c'était vraiment la catégorie la plus longue, et à mon avis la plus intéressante, mais comme ça vous avez pu voir un peu en détail les films que j'ai vus, et pourquoi. Si on avait calculé tout à l'heure, je sais plus, je crois qu'on est à 35 films à peu près, on va dire, allez, un tiers de films que j'ai vus qui venaient de l'extérieur, j'ai reçu des influences, et 2 tiers de films que j'ai choisi de voir. Bon, je trouve ça intéressant. Allez, on enchaîne avec le critère genre, fiction. J'ai vu 92 fictions et j'ai vu 8 documentaires et autres, 0. Je sais pas pourquoi j'ai écrit un autre d'ailleurs. Je retiendrai juste que 8 documentaires, c'est beaucoup pour moi. Je regarde très peu de documentaires, donc je suis très content d'en voir un peu plus. Et surtout, je vois ces 8 documentaires et ces 8 documentaires m'ont laissé
des émotions extraordinaires. Ce sont 8 des films qui m'ont le plus marqué, donc je note que on a un rapport différent face à un documentaire. Alors, réalisé par... Là, j'ai tout simplement voulu savoir si je voyais des films réalisés par des femmes ou par des hommes, ou par les deux, parce que parfois c'est co-réalisé. Alors, petite parenthèse. En gros, dans ma vie, j'ai vu principalement des films réalisés par des hommes. Genre, leur rapport est monstrueux. Peut-être qu'il y a plus de films réalisés par des hommes ou qu'il y en avait plus, je ne sais pas. En tout cas, dans ma culture, dans mes goûts, dans ce que je suis allé voir, dans ce que j'ai choisi de voir, je suis plutôt allé voir des films d'hommes. J'essaye de changer ça, j'essaye d'équilibrer la balance, j'essaye très fort. Et donc, on va découvrir ensemble mon ratio homme-femme de cette année. Et j'ai vu combien de films réalisés par des femmes. J'en ai vu, allez, 50... J'en ai vu 14. J'ai vu 14 films réalisés par des femmes et j'ai vu 3 films réalisés par un homme et une femme. Non, 17% des films que j'ai vus sont réalisés soit par une femme et un homme. C'est peu, c'est même ridiculement peu par rapport à la parité, mais c'est énorme par rapport à mes habitudes. Donc je vais retenir le positif. J'avance vers les films de femmes. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi voir des films de femmes ? Qu'est-ce que ça change ? Après tout, c'est quelqu'un qui réalise. Est-ce qu'il y a vraiment un regard féminin ou masculin quand on filme ? Tout ça est une question passionnante. Il y a plein de gens qui en parlent très bien et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais je noterai que effectivement, dans certains films que j'ai vus réalisés par des femmes, j'ai vu des choses et j'ai eu des émotions que je n'avais jamais eues avant au cinéma. Je ne vais pas passer des heures à parler de ça, mais juste vous dire que je suis très fier d'avoir atteint le chiffre 14 et en même temps honteux, et j'aimerais atteindre un chiffre plus important dans ma proportion de films. Hommes, donc 83 films, donc ça ne veut pas dire que ce sont que des films de bourrins avec des flingues, il y en a quelques-uns évidemment. Fraîcheur. Excellent critère, si vous voulez mon avis, que j'ai imaginé, c'est est-ce que ces films que j'ai vus sont des premiers films ou pas des premiers films ? Qu'est-ce que ça change ? Je crois que dans un premier film, je pense qu'il y a toujours quelque chose d'un peu neuf, un peu frais. Il y a toujours cet espoir que, waouh, comme cette personne n'a jamais fait de film, peut-être qu'elle va nous proposer quelque chose qu'on n'a jamais vu avant. Donc j'aime beaucoup aller voir des premiers films. J'aime beaucoup aussi pour le côté un peu débrouillard, un peu bricolé, un peu qu'est-ce qu'on peut faire, puisque moi j'essaie de faire des films aussi, donc je suis pas du tout à un stade où je peux faire le film que je veux. Donc je me demande comment font les gens qui font leur premier film. J'ai vu 23 premiers films. Et donc c'est quand même beaucoup, et il faudrait un peu théoriser, est-ce qu'il y a des points communs entre ces premiers films ? Je sais pas, en tout cas il y en a quelques-uns que j'ai vraiment adorés, d'autres que j'ai pas beaucoup aimés, et pas premiers films, donc 77 films qui ne sont pas des premiers films. Critère que je trouve somme toute rigolo, et pourquoi pas. Ensuite, protagoniste, donc toujours là c'est la question du genre, est-ce que j'ai plutôt vu des films dont les personnages principaux sont des femmes ou des hommes, ou les deux, ou indéterminés puisqu'il s'agit de flots, puisque ce sont des animaux dont le genre n'est pas déterminé. C'est assez subjectif la façon dont j'ai trié ça, puisque quand le personnage principal est un homme, mais qu'il y a des femmes très importantes dans le film, souvent j'ai mis les deux. Donc il faut un peu doser. Donc peut-être que vous ne serez pas toujours d'accord avec mon tri, mais quand même ça va donner une petite idée. Donc j'ai vu 21 films dont les personnages principaux sont des femmes. 21 films, encore une fois on peut dire c'est peu. Je ne pense pas que 21% de la population soit des femmes. Et ça change quand même tout. On parle beaucoup de la représentation des genres au cinéma. Encore une fois, j'ai vu beaucoup trop de films en proportion où les hommes sont les personnages principaux et les femmes sont souvent des faire-valoir ou des bimbos ou des second rôles ou des personnages sans épaisseur. Et donc, je crois que ça impacte évidemment notre vision du monde et des femmes dans le monde, etc. Donc, j'essaye de voir plus de films dont les femmes sont des personnages principaux. Ça peut même être un critère pour moi de choisir ce film en disant « Ah, c'est une femme, je vais le regarder ». Et je vois des films géniaux là-dedans avec des portraits de femmes, mais des portraits d'êtres humains avant tout. Il se trouve que c'est des femmes. Hommes. Donc 21 films avec des femmes en protagonistes, 59 films avec des hommes en protagonistes. Donc là, on est vraiment dans les bonhommes. Alors il y a Princesse Mononoke parce que, le saviez-vous, Princesse Mononoke n'est pas du tout le personnage principal du film, c'est le prince Ashitaka. Donc j'ai choisi de le mettre là. Il se trouve en plus que le prince Ashitaka est peut-être mon héros de cinéma préféré. Donc j'ai choisi de le mettre en plutôt protagoniste homme. Donc bon voilà, très bien. Les deux, donc c'est vraiment les films où j'ai pas trop tranché parce que pour moi il y avait égalité homme-femme à discuter. Mais on retrouve Lost in Translation par exemple où il y a Bill Murray et Scarlett Johansson qui sont tous les deux aussi importants, ces deux personnages point de vue. Attache-moi bien sûr avec Victoria Abril et Antonio Banderas, ou encore je sais pas, Le charme discret de la bourgeoisie, c'est un film choral comme Cuisine et dépendance, donc il y a des hommes, des femmes. Dans Valeurs sentimentales, c'est les deux sœurs sur l'affiche, mais en vrai le père a un rôle extrêmement important, donc pour moi c'est un peu les deux, c'est pas que un film de femmes. Et on retrouve dedans La règle du jeu, qui est, je vous rappelle, le meilleur film de tous les temps. Un dernier critère, représentation, qui est un petit peu touchy. Alors je me suis posé la question, quelle est la couleur de peau des personnages ? Alors,
Bon, pareil, j'ai fait un arbitrage, parfois je mets les deux, enfin je mets mixte, puisque y a plusieurs couleurs de peau visibles. Je ne savais pas trop comment présenter cette catégorie, je vous présente d'avance mes excuses si ça vous heurte. J'ai concrètement trié les films par couleur de peau, je suis même pas sûr que ce soit légal, mais j'ai voulu aller jusqu'au bout parce que ça m'intéresse de savoir si je vois principalement des films de gens qui me ressemblent ou qui me ressemblent pas. En gros, est-ce que je m'ouvre un petit peu au monde ou est-ce que je reste dans un entre-soi? J'ai essayé de trouver des termes à peu près acceptables. On les découvre ensemble. Alors, il y a les blancs, européens, américains, il y a les latino-américains, les asiatiques, les africains ou afro-descendants, les moyen-orientaux ou arabes, j'hésitais, mixtes et indéterminés. Indéterminés, encore une fois, c'est flou puisque ce sont des animaux. Allez, c'est parti. Combien j'ai vu de films dont les personnages sont blancs? J'en ai vu 71. Bravo! Il y a un truc qui ne va pas puisque 71% de la population mondiale n'est pas blanche. Encore une fois, il y a un tropisme évident dans les films auxquels j'ai accès ou vers lesquels je me dirige. Je pense que si vous demandez cette stat à, je sais pas moi, un Indien ou un Japonais, bah, il n'y aura peut-être pas 71% de ces films qui sont des films avec des blancs européens ou américains. Alors, la suite, latino-américains. Donc, j'ai vu 3 films avec des latino-américains. Donc, ma définition, c'est des personnages d'Amérique latine, tout simplement. Donc, j'ai vu un film avec des Brésiliens. Emilia Pérez, c'est Amérique centrale que je mets dans l'Amérique latine. Et Tardes de Soledad, qui est un film français, enfin franco-espagnol, je crois, mais le personnage principal est péruvien, si j'ai pas de bêtises. Asiatique, j'ai vu 9 films dont les personnages principaux sont asiatiques. Il y a pratiquement que du japonais avec un film coréen. Ensuite, africain, afrodescendant. J'ai vu un seul film. Je dis bien un seul film dont les personnages principaux sont africains ou afrodescendants. C'est un film anglais et dans le film, ce sont des Anglais d'origine jamaïcaine. Donc je ne pense pas que 1% de la population soit africaine ou afrodescendante, c'est beaucoup plus que ça. Mais ma représentation des Africains afrodescendants, c'est 1% cette année. Ce qui n'est pas ouf. Continuons. Moyen-orientaux. J'ai vu 0 film. Donc bon, je pense que ça se passe de commentaires. Bon, mixte, voilà, ça rattrape un petit peu les stats, ça équilibre. Il y a 15 films pour moi, donc typiquement Lost in Translation, je l'ai mis en mix parce qu'il y a des blancs américains, mais il y a aussi beaucoup d'asiatiques. Blood Diamond, sur l'affiche, on voit qu'il n'y a pas que des blancs européens américains. Voilà, faudrait voir. First Call, les 2 personnages, il y en a un qui est d'origine asiatique et un qui est blanc, je crois, etc., etc., des films chorales. Astérix et Obélix, par exemple, pour vous donner une idée de comment j'ai fait les critères, je l'ai mis en mixte parce que la plupart des comédiens sont blancs européens, mais le personnage principal, c'est Jamel, qui est d'origine maghrébine. Donc, en représentation, je l'ai mis en mixte. Encore une fois, cette catégorie hyper polémique, j'espère que vous me la pardonnerez. C'est pour moi une façon de me dire quels sont les corps que je vois. Voilà pour les représentations. Merci beaucoup d'avoir suivi toutes ces catégories. On va arriver à la dernière catégorie qui est mes top 10. Alors, effectivement, il n'y a pas un seul top 10, il y en a plusieurs. J'ai fait ces tops parce que, vous avez compris, j'ai pas voulu trop parler des films dans le côté est-ce que je les ai aimés, pas aimés. Mais ça va me permettre de me rappeler peut-être aussi, quand je verrai cette vidéo dans le futur, quels sont les films que j'estimais à l'époque, mes 10 préférés de l'année, etc. Et puis c'est vrai que j'ai toujours adoré les classements. J'ai fait 2 top 10 en fait. J'ai fait le top 10 des films que j'avais déjà vus et le top 10 des films que j'ai découverts. Donc pour rappel, il y a 22 films que j'avais déjà vus. Donc sur les 22 films, quels sont mes 10 préférés? Il s'agit de ceux-là. Donc Anabi, bon en gros, je vous les recommande tous. D'une façon générale, vous voyez des films, mais ceux-là vraiment, je vous les recommande tous. En tout cas, moi, ils me parlent et j'estime qu'ils sont vraiment intéressants, qu'ils sont bien faits, qu'ils nous prennent pas pour un idiot. Voilà. Mononoke, bon bah voilà, c'est peut-être le meilleur film de tous les temps. Memories of Murder, c'est toujours très très bien. C'est marrant, c'est un film qui fait un peu l'unanimité. Beaucoup de gens se revendiquent de ce film. Il y a une vidéo géniale sur YouTube qui analyse le film aussi, qui est très courte, que je vous recommande, qui donne encore plus envie de le revoir. La règle du jeu, bon, je pourrais faire 1000 heures pour parler de ce film. Si vous avez l'occasion de le voir, voyez-le. Alors, c'est vraiment typiquement le film. Donc, c'est un film de 1940, c'est en noir et blanc. En plus, dans la première scène, le son n'est pas excellent, alors qu'il est meilleur après. Donc, c'est vraiment le film où on se dit, oh non, je vais pas regarder ça, j'ai pas le courage, mais vous serez récompensé, mais fois 1000 si vous le voyez, parce que chaque plan, chaque scène, chaque réplique, chaque personnage est culte. C'est extraordinaire. Il y a des mouvements caméra, il y a des intrigues, il y a des blagues, il y a du drame. C'est vraiment un objet artistique parfait, quoi. Et émouvant. Et vraiment, je vous recommande de voir La règle du jeu, qui est de toute façon en tête du classement des meilleurs films français de tous les temps à chaque fois qu'il y a un classement. C'est pour ça que je l'ai vu d'ailleurs. Voilà, il fait partie de ces films où j'ai l'impression vraiment que chaque détail du film a été pensé pour moi, pour me toucher, quoi. Le Parrain 2, qui est un très bon film, si vous voulez mon avis. Edge of Tomorrow, que j'adore. Donc voilà, c'est partie des films, je sais pas si vous l'avez vu, mais vraiment virevoltant.
des films spectacles, mais qui sont jouissifs quoi, de A à Z, et qui sont pas juste spectaculaires, qui sont vraiment du spectacle. Je vous laisserai faire la distinction. The Rock, c'est pareil, c'est un film, pour moi, c'est un film d'auteur. Little Miss Sunshine. Le problème de ce film, c'est que c'est un film un peu matrice qui a été repris par plein de gens, genre la famille problématique qui fait un road trip, qui finit par se réunir. Enfin, vraiment, il y a eu trop de films qui ont été faits, beaucoup de films nuls qui ont été faits en essayant de l'imiter, mais ce film a quelque chose de spécial, original. Il est vraiment parfait, je pense. Tout sur ma mère de Almodovar, que j'avais pas vu depuis très très longtemps. J'ai vraiment à nouveau été très très ému. Je suis pas fan de tout ce que fait Almodovar, mais il faut reconnaître que certains films sont uniques. Il y a que lui qui le fait. C'est vraiment un des réalisateurs peut-être dont on dit parfois il y a que Almodovar pour tourner ça comme ça. Effectivement, la façon dont il tourne parfois les choses très à plat, très crûment, très simplement. Puis les personnages qu'il crée comme ça, qu'on voit. Enfin, c'est vraiment un très très beau film. Et enfin Steak de Quentin Dupieux, que j'avais adoré au cinéma à l'époque. J'étais un peu allé le voir en mode c'est quoi ce film, Eric et Ramsey? Et en fait je m'étais dit mais c'est pas du tout un film d'Eric et Ramsey, en fait c'est un film de Quentin Dupieux. C'est peut-être un des films aussi qui m'a fait comprendre que le nom de la personne qui réalise est plus important que le nom des gens qui sont dedans. Et donc je voulais voir si j'aimais toujours autant, et effectivement j'aime toujours autant, j'ai vraiment beaucoup aimé le revoir. Et voilà le top 10 découverte. Waouh, que des chefs-d'œuvre, que des films géniaux. Bon, je pourrais en parler des heures. Le charme discret de la bourgeoisie, il y a peut-être la scène qui m'a fait le plus rire de tous les films que j'ai vus cette année. Vraiment super. Pogno, j'étais un peu passé à côté, je l'avais jamais vu, et puis je l'ai découvert cette année, je dis mais en fait c'est vraiment un très très grand film, j'ai adoré le voir, je vous recommande de le voir, de le montrer à vos enfants, parce que c'est un Miyazaki pour le coup qui peut se voir dès l'âge de 6 ans je pense. J'ai été bouleversé par ce film, c'est non seulement beau, et en plus l'histoire qu'elle raconte est sublime. Une histoire vraie, alors bon, j'en suis sorti bouleversé, avec l'envie d'aimer la vie à nouveau, de refaire du cinéma. C'est exactement le film qu'il fallait que je voie au moment où je l'ai vu. C'est un film qui vous donne envie d'être simple, de discuter simplement avec les gens, de vous connecter. Et Lynch, il a cette capacité, c'est hallucinant, de filmer des trucs un peu bateau, mais avec un souffle. Et quand je pense au film, je me dis, mais c'est un film cliché à plein d'endroits, mais en fait, non. En fait, la façon dont il le fait, c'est un film qui nous emporte, quoi. C'est bouleversant, c'est vraiment bouleversant, très facile à regarder, je vous le recommande vraiment. First Cow de Kelly Reichardt, donc c'est la découverte grâce au podcast La Jeune Occasionnée. Il y a une scène dedans de tension hallucinante, avec très peu de moyens, et je me dis, mais bien sûr, voilà. Pour être tendu sur son canapé, il faut pas regarder forcément des films avec de la grosse musique, des gros plans, des enjeux de ouf, nucléaires et tout. En fait, avec des tout petites choses, on peut créer des émotions très très fortes, et c'est même encore plus fort parce que si le film souligne toutes les émotions avec, je sais pas, des cordes, avec des instruments, de la musique, des gros plans, etc., ça fait un peu le travail à notre place, alors que là, elle filme très simplement Kelly Reichardt, mais elle nous embarque et on est rempli d'une émotion telle, c'est complètement dingue. En plus, le film est très intéressant, il parle de l'origine du commerce et du capitalisme de façon très 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 subtile, mais vraiment j'ai adoré ce film. L'homme aux mille visages de Sonia Kronlund, qui est hallucinant, le sujet qu'elle a choisi est complètement dingue, c'est un mec qui a menti à tellement de femmes, et je sais pas comment il a fait pour garder toutes ces femmes en même temps et leur mentir sur sa vie, et en gros le film essaie de réparer, parle aux femmes et essaie de réparer un petit peu ce qu'elles ont vécu, de comprendre ce qui s'est passé, et c'est en même temps une enquête. La dernière demi-heure est hyper tendu. Pareil, un peu comme First Cow, j'ai rarement été aussi tendu cette année devant un film. Cette tension est extraordinaire. J'étais là sur mon siège, mais non, mais c'est pas possible, mais non, alors que c'est vraiment pas grand-chose. Mais quelle masterclass, quoi. Bon, Samuel, c'est pas compliqué, c'est peut-être la plus belle œuvre de tous les temps. Non, mais Samuel, ça m'a été recommandé par plusieurs personnes. Ça fait l'unanimité. Si vous l'avez vu, vous savez pourquoi. Donc, Émilie Tronche a 26 ans quand elle fait cette série pratiquement toute seule. Elle a été accompagnée bien sûr, mais elle fait toutes les voix, elle anime, et puis c'est l'histoire d'un enfant de 10 ans CM2, ça nous replonge, c'est à la fois... C'est un peu nostalgique, mais c'est même pas ça qui compte, c'est que ce qu'elle fait des personnages, comme elle touche en plein cœur à chaque épisode, c'est en plein cœur drôle ou en plein cœur saisissant, en plein cœur émouvant, c'est complètement dingue. C'est des épisodes de 5 minutes, il y en a une vingtaine sur YouTube, sur la chaîne d'Arte. Allez-y, c'est fabuleux. Lumière, l'aventure continue. Bon bah là je peux dire que en sortant du film, c'est comme si avant j'étais sous la pluie et qu'en sortant il faisait beau, quoi. C'est un film qui m'a rappelé pourquoi le cinéma existait, que le cinéma c'était d'abord un élément de captation du réel. Ça m'a fait beaucoup de bien de voir que juste en posant une caméra fixe, il pouvait se passer tellement de choses, il pouvait avoir tellement d'histoires, parce que je me bats un peu, bon si vous écoutez mon podcast vous le savez, je me bats un petit peu contre l'excès, l'hystérie des produits cinéma qu'on nous propose de plus en plus sur les plateformes particulièrement, mais au cinéma aussi.
et j'ai adoré prendre mon temps, voir les choses à plat. C'est extrêmement bien présenté par Thierry Frémaux, il y a une très belle musique. Et puis le kiff de voir des choses, des gens bouger, s'habiller, des moyens de locomotion de 1900, quoi. C'est complètement dingue. Il y a des images là-dedans, mais c'est fou de se dire que c'est filmé, ces trucs. Donc franchement, c'est une bouffée d'air frais. Au Brother, je l'avais jamais vu des frères Cohen. Bon, les frères Cohen, de toute façon, c'est rarement raté, je trouve. J'ai adoré tous les aspects un peu promo du film, le trio un peu bête, rigolo, Georges Clooney, le fait que ce soit une variation autour de l'Odyssée d'Homère. Bon, un des gros points forts de ce film, c'est la musique. La musique a eu encore plus de succès que le film. Et effectivement, j'ai beaucoup réécouté l'album après. Donc, c'est une musique faite de blues, de country. C'est vraiment génial comme musique. Mais je crois que ce qui m'a le plus plu dans ce film, c'est que ça m'a un peu ému aussi. Notamment une scène où j'ai été ému par des figurants, figurez-vous. C'est une scène de baptême et il y a plein de gens qui marchent comme ça pour se faire baptiser dans l'eau. Et juste, il y a une espèce de suspension de musique et le regard des gens. Et les frères Cohen, s'ils sont forts pour un truc, c'est notamment pour choisir les visages des figurants, des silhouettes. Il n'y a jamais un rôle qui est pris au hasard, j'ai l'impression. C'est toujours généreux quand vous regardez tous les gens dans le cadre et pas que les stars. Bref, j'ai adoré le film. J'ai envie de le revoir. Il est clairement dans mon top 10, tellement il m'a habité cette année. Flo, c'est un ovni, j'avais jamais vu ça, je pensais pas que c'était possible de faire un film comme ça. Si vous connaissez pas du tout, c'est un film avec que des animaux, il n'y a pas une parole. Et c'est une animation un peu bizarre, un peu cheap, enfin on s'habitue très vite, mais enfin voilà, c'est un film qui avait pas beaucoup de budget, mais qui nous emporte avec sa narration, la beauté de ce qu'il propose, c'est épique, on est en stress en permanence, on est content avec le chat, enfin c'est ma came vraiment de ouf. Et In the Loop, enfin, que je mets dans le top 10. Alors ça, c'est hilarant. J'ai jamais vu un film aussi vulgaire. En gros, c'est une comédie politique. C'est des gens du monde politique anglais, mais aussi américain, à l'époque de pré-invasion en Irak en 2004-2003. Et c'est un peu filmé comme The Office, si vous connaissez la série. C'est-à-dire que les gens sont vraiment désacralisés. La caméra les suit à l'épaule en faisant des zooms, etc. Ça, c'est pour la réalisation. Mais c'est tellement drôle. C'est tellement marrant que les enjeux qu'ils ont. Les personnages sont tous hilarants. Vous pourrez pas oublier In the Loop quand vous l'aurez vu la première fois. Il y a des répliques parfois qui vous font mourir de rire. On dit, mais comment ils ont pu dire un truc pareil? En gros, c'est le cirque, quoi. C'est le cirque politico-médiatique, etc., etc. Voilà, ces 10 films-là, ils sont géniaux. Je sais pas, parmi ces 10 films, quels sont ceux qui vont rester dans mon top 10 à vie, mais en tout cas, là, quand je les vois tous, je me dis, mais quelle chance j'ai eu de les voir. Mais il y a d'autres films aussi que j'ai adorés, donc j'ai fait un deuxième top 10 découverte. Je vous en parle un peu plus rapidement. Les Lumières de la ville de Chaplin. Bon, je savais que c'était un chef-d'œuvre, mais effectivement, c'est un film parfait. Il aurait pu être dans le top 10 aussi. Kiki la petite sorcière, j'ai adoré. J'ai mis Pogno, mais ça aurait pu être celui-là aussi. Vraiment, Miyazaki... c'est dingue de se dire que ce mec existe, quoi. Anora, la Palme d'Or, j'ai vraiment beaucoup aimé le film, notamment aidé par le podcast qui en parlait. J'ai trouvé ça vraiment virevoltant, frais. My Dinner with André, ça c'est un film jusqu'au boutiste. En gros, c'est deux mecs qui parlent pendant 1h30 dans un restaurant. Il y a une petite intro, on voit un mec marcher au début, mais c'est tout. Et on le regarde, on se dit mais qu'est-ce que je suis en train de regarder? Mais c'est un film qui reste, c'est un film culte, c'est un tour de force. Et moi j'aime bien voir un peu les films comme ça qui sortent de l'ordinaire quand ils sont réussis. Et effectivement le film est très réussi et reste en tête. Je vous le recommande, c'est dingue de se dire qu'ils ont fait ce film. Taken, et Taken j'ai adoré, je l'avais jamais vu Taken. Et j'ai trouvé aussi que c'était un peu un film d'auteur. J'ai adoré parce que j'ai trouvé que le film prenait vraiment le temps de présenter les personnages et de nous faire connaître la relation de Liam Neeson avec sa fille et de nous dire ce qu'il était capable de faire. Et donc après, on jouissait vraiment de chaque scène qui se déroulait. Bon, il y a un petit plaisir coupable de vengeance, en but des méchants, etc. Mais je trouve que c'est vraiment un film très très réussi, contrairement aux deux. Aimer perdre, voilà, j'ai beaucoup aimé des frères Gitt. Ils nous montrent des gens qu'on voit pas souvent au cinéma, avec un ton vraiment bien à eux. Et quand j'y pense, il y a des trucs vraiment mais tellement drôles et très touchants aussi. Vraiment, leur choix de casting est dingue. Vraiment, si vous voulez vous dépayser, mais je vois qu'il y a même Melville Poupeau et Catherine Ringer qui sont quand même des visages qu'on connaît. Mais si vous voulez vous dépayser et vraiment pas être déçu, regardez Aimer perdre, ça rend très très bien. Black Box, c'est un documentaire sur une journaliste japonaise qui s'est faite violer et c'est son combat pour faire reconnaître ce viol. Bon, c'est un calvaire, ça ne nous donne pas beaucoup d'espoir sur la société japonaise en l'occurrence, ou les hommes en général. C'est un tout petit film, voilà, elle a filmé elle-même ou avec des amis, c'est un peu un journal de bord. Il y a 2 scènes dans ce film au téléphone qui sont bouleversantes, qui sont dingues. Genre, dès que je peux les raconter à quelqu'un, je les raconte, j'ai dit, est-ce que tu as eu Black Box? Est-ce que tu vois les 2 scènes? Vraiment, quand j'étais scotché sur mon siège, et comme quoi... Pour faire des grandes émotions, du grand cinéma, il n'y a pas besoin de grand-chose. Juste un téléphone, une conversation. En l'occurrence, c'est pas écrit, c'est un documentaire, mais je vous invite à voir ce film. Il est vraiment très, très édifiant. Tardes de Soledad,
Pareil, un documentaire un peu jusqu'au boutiste puisqu'on est pratiquement que sur le torero dans une corrida. Il y a plusieurs corridas, mais c'est fascinant, c'est très très beau. Moi, j'y vois un film anti-corrida. Il y en a peut-être des gens qui y voient un film pro-corrida. C'est peut-être presque même pas le sujet. Il y a des plans sur le gars. Il est complètement taré, ce mec. C'est un peu l'équivalent de Cristiano Ronaldo, mais dans la corrida. C'est-à-dire que c'est le meilleur. Il est comme ça. Il est très porté sur son image. Il a l'air pas complètement humain. Vraiment, le réal a chopé des trucs lunaires. C'est une expérience cinéma hallucinante. Diamant Brut. Bah, j'ai adoré Diamant Brut. J'ai adoré parce que c'est une jeune fille qui essaye de participer à une émission de télé-réalité, genre Les Anges de la télé-réalité. Et donc, c'est pas du tout mon univers. C'est pas des choses qu'on voit beaucoup au cinéma. C'est une classe sociale que je connais pas très bien. C'est une façon de parler que je connais pas. Je regarde aussi des films pour ça, justement, pour qu'on saisisse un petit peu des vies que je ne connais pas. Et Diamant Brut est vraiment très bien fait. La réalisatrice est trop forte. C'est son premier film. Elle a été en compétition à Cannes et je comprends pourquoi. Il y a des choix dans chaque séquence hyper audacieux et très très réussis. Et puis bon, l'actrice principale est géniale, mais tous les acteurs sont bien dans le film. Diamant Brut, c'est vraiment très très chouette. Et enfin, L'Aventura de Sophie Le Tourneur. Donc là aussi, c'est un film... Qu'est-ce que c'est bien, c'est très compliqué de décrire ce film comme le précédent parce que c'est la suite de Voyage en Italie. Mais en gros, elle part en vacances en famille et c'est une famille qui aime bien archiver les souvenirs de vacances en se les racontant, en les enregistrant. On les voit en vacances raconter ce qui s'est passé la veille et ensuite on voit la veille ce qui s'est passé et dans ce qui s'est passé, ils sont en train de raconter ce qui s'est passé le jour d'avant et le film fait comme ça des allers-retours entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils ont vécu. Et c'est le quotidien d'une famille, et ça pose la question de c'est quoi en fait, c'est quoi la vie, c'est quoi le quotidien, c'est quoi des souvenirs, c'est quoi qu'est-ce qui nous reste de ces liens qu'on a avec ces gens qui est si particulier, qui sont une famille. Et j'ai adoré le film, c'est d'un naturalisme qui me touche beaucoup évidemment. Donc L'Aventura. Voilà, donc cette page est accessible sur mon site internet, le lien est dans la description, vous pouvez y accéder et vous amuser avec les critères si jamais vous êtes fan de statistiques, fan de cinéma ou tout simplement fan de moi, ce qui est très bien. Et vous pouvez croiser les critères. Donc voilà, on peut se balader comme ça. Parmi les films, par exemple, mon top 10, quels sont les premiers films 4, 6. Voilà, il y a à chaque fois 2 films sur 10 qui sont des premiers films. Intéressant. Combien de films français j'ai vu seul ou à 2. Bon, c'est à peu près pareil, ça change pas grand-chose. Bon, voilà, on peut croiser un peu les trucs comme ça. Allez, un dernier. Combien de films au cinéma j'ai vu de l'année 2020, combien j'ai vu de films en DVD qui sont réalisés par une femme. Génial, 0. Ah, si, intéressant. Combien de films j'avais déjà vu réalisés par des femmes? Un seul, et c'est Lost in Translation, une espèce de réalisatrice un peu star. Intéressant. Donc ça vous dit à quel point je regardais avant peu de films faits par des femmes. Enfin, ça donne une direction. Voilà. On arrive tranquillement à la fin de cette vidéo, mais je vais pas vous lâcher tout de suite, parce que si vous êtes arrivé jusque-là, vous en voulez plus. Et je me suis dit un truc, ça va être un petit peu le pendant négatif, au sens photographique du terme de cette vidéo. Je voulais juste vous dire, vous parler un peu des films que j'ai pas vus, que j'ai choisi de pas voir, puisque peut-être que ça dit autant de choses, voire plus sur moi, les films que je n'ai pas vus. Alors vous allez me dire, il y en a plein que t'as pas vu, puisqu'il y en a des milliards des films, donc nous fait pas chier, quoi. Je suis fatigué moi, mais en fait non, je parle des films que j'ai pas vus et qui a priori ont beaucoup été vus. Donc comment j'ai fait ça? Je suis parti du box-office tout simplement. Par exemple en 2024 il y a 50 films au box-office France, donc ce sont les 50 films français les plus vus au cinéma. Combien j'en ai vu sur ces 50? Eh bien j'en ai vu seulement 8. Je trouve que c'est pas beaucoup sur 50. Je suis un peu surpris parce que pourtant je vais au cinéma quand même. Parmi les grands films incontournables que je suis pas allé voir au cinéma et que je verrai sans doute jamais, voilà, il y a Le Comte de Monte Cristo, L'amour ouf, Dune, deuxième partie, Monsieur Aznavour, et toutes les franchises bien sûr, ou les suites, genre Vice Versa 2, Moi Moche et Méchant 4, Deadpool, Wolverine, Beetlejuice, Bad Boys, La Planète des Singes, Alien, Joker, Folie à 2, Ducobu, bref, etc. Aucun regret. Et en 2025, pour l'instant, alors je fais la vidéo le 10 novembre actuellement, et pour l'instant, il y a un top 26 France, un box-office top 26, et sur les 26, j'en ai vu seulement 2, dont un dont je me suis barré pendant la projection parce que j'ai détesté. Voilà, donc encore une fois, je vais pas beaucoup voir les films en tête du box-office, et les films que j'ai pas vus et que j'irai pas voir parmi ceux-là, Lilo et Stitch, F1, Jurassic World, Minecraft, Mission Impossible, Conjuring, Chien 51, Un Parfait Inconnu, etc. Ce serait intéressant de développer pourquoi je vais pas voir des films, mais je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue parce que j'ai plein de choses à dire sur mon rapport aux choses en tant que spectateur. Par exemple, il y a beaucoup de cinéastes que je boycotte, c'est-à-dire que je décidais de ne plus aller voir leurs films. Et parmi ces cinéastes,
qui sont tous des hommes. Il y a sans doute certains de vos cinéastes préférés, ou peut-être. Et donc j'aimerais bien faire un film un jour où je vous parle de cette dizaine de cinéastes dont vraiment je vais plus voir les films parce que j'étais trop déçu ou ça m'intéresse pas. Mais ce qui veut aussi dire en creux que je vais aussi voir des films pour être surpris, pour découvrir des choses et pas pour voir un énième film d'une personne qui m'a un peu saoulé à chaque fois que je vais voir ces films. Voilà, donc pour les films que j'ai pas vus, je me suis dit que ça pouvait ajouter un petit truc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire, je serais aussi curieux de connaître vos habitudes de spectateurs, de spectatrices. Dites-moi comment vous choisissez ou vous subissez les films que vous regardez, parce que peut-être que vous ne choisissez pas, mais vous subissez la pression populaire de la promo et des gens autour de vous, mais ça m'intéresse de savoir. Et est-ce que vous diriez que globalement vous êtes nourri par ces films qui vous aident à comprendre un peu mieux la société qui vous entoure, ou alors que peut-être globalement vous êtes un peu déçu, que ça vous arrive souvent d'être déçu au cinéma, de sortir d'un film en disant ouais, et donc dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on peut pas trouver des solutions pour que vous voyez des films qui vous intéresseront plus? Dans ce cas-là, je vous invite à écouter La Gêne Occasionnée, qui est pas mal. Voilà, vous pouvez pour rappel suivre le podcast Ambroise fait un film, où je parle du film que je suis en train de faire, ça avance. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, ou plutôt mon infolettre comme on dit en français, qui s'appelle Ambroise Magazine. Vous pouvez vous inscrire sur mon site, puisque je n'ai plus de réseaux sociaux, c'est la seule façon que j'ai pour communiquer avec vous, et vous annoncer quand il y a un événement, une sortie de vidéo, une rencontre, une dédicace, j'en sais rien, que sais-je. Vous ne serez pas spammé, il n'y a pas beaucoup de mails que j'envoie, mais j'envoie les mails importants et je les envoie nulle part ailleurs. Vous pouvez soutenir tous mes projets grâce à la page Tipeee qui est en description, puisque ça aide à garder une indépendance, à faire ce genre de contenu par exemple, à payer globalement les monteurs qui m'aident à faire ces vidéos. Voilà, donc Tipeee, n'hésitez pas, franchement ça change un peu la donne. Je sais pas encore quelle va être la prochaine vidéo, mais merci déjà pour vos réactions à la précédente et à vos commentaires, j'ai essayé d'y répondre, puis voilà, on reste en contact comme on dit, en paracontact, attention. Et petit bonus pour finir, j'ai fait cette vidéo un nombre incalculable de fois, ça fait 3 mois que j'essaie de faire cette vidéo, donc je vous mets plein de petits bouts des rushs des autres fois où j'ai essayé de faire cette vidéo sur les films que j'avais regardés. C'est juste pour vous montrer à quel point je m'implique. Allez, ciao, 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 et voyez des films. Salut, je suis Ambroise. Cette année, j'ai vu 100 films. Salut à tous. Salut, c'est Ambroise de chez Sympa Cool. Vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisque je vais vous montrer mes coups. Salut, moi c'est Ambroise. Salut, c'est Ambroise. Salut, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parlait cinéma. Salut à tous. Salut, c'est Laura Calu. Salut, c'est moi. Notre société est une société de classe et donc nous sommes en lutte des classes. Et oui, révolution, la chaîne s'appelle désormais Ambroise. J'ai fait la liste de tous les films que j'ai vus depuis 1 an. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais faire un test pour la millième fois. C'est le millième test. Salut à tous. Maintenant, je vais faire le test, mais sans activer la source du micro de la caméra. Sinon, c'est un cauchemar. L'intéressant, c'est qu'on remarque rien du tout. Coucou. Salut. Super. Bien joué, Ambroise. Bonjour. J'ai noté tous les films que j'ai vus cette année et je vous en parle. Mais avant, quelques explications sur pourquoi je fais cette vidéo. Salut. Alors, je sais pas si vous êtes déjà demandé, j'ai répertorié tous les films que j'ai vus cette année, mais avant tout, il faut que je vous explique pourquoi je pense que c'est vraiment très important et que ça va vous manquer si vous n'avez pas l'information. Salut à tous. Salut. Voir un nouveau film ou un film qu'on a déjà vu, c'est pas pareil. Salut à tous. J'ai vu 2000 films en 24 heures. J'ai fait la liste de tous les films que j'ai vus cette année. Allez, t-shirt rose. Coucou. C'est fini pour aujourd'hui, ciao ciao.